Quand ma première boulangerie a fait faillite, mes parents ont dit, n'amène pas tes problèmes ici. Ma tante m'a tendu la clé de son garage, recommence. 10 ans plus tard, lors de l'inauguration de ma 50e boulangerie. Mes parents m'ont regardé lui remettre un certificat de propriété. Tu m'as donné un garage. Maintenant, tu possèdes 25% de mon entreprise de 80 millions de dollars. Ils se sont mis à crier, pourquoi? Et nous? Je suis Maya Carter. Ma première boulangerie a fait faillite quand j'avais 29 ans. À 16h17 un vendredi après-midi. J'ai porté ma dernière boîte à fleurs dans la cuisine de mes parents et j'ai demandé 60 jours. Pas de l'argent, juste une chambre d'amis et un endroit sec pour ranger mon mixeur. Ma mère a fait glisser un vieux chèque annulé sur la table. 8000 $, a-t-elle dit. C'est ce que ton premier petit rêve a coûté à cette famille. J'avais remboursé chaque centime 18 mois plus tôt avec les intérêts. Mais elle tapotait le chèque comme s'il était la preuve que j'étais né en lui devant quelque chose. Mon père n'a pas levé les yeux de son café. N'amène pas tes problèmes ici. Puis mon frère s'est appuyé contre l'embrasure de la porte, souriant. Et a dit que l'échec m'avait enfin appris ce que la famille avait toujours su. Je n'étais pas faite pour les affaires. Derrière lui, je pouvais voir des boîtes empilées dans la chambre d'amis prétendument indisponibles. Elles étaient étiquetées pour son nouveau café. Il y avait de la place dans cette maison. Il n'y avait tout simplement pas de place pour moi. 20 minutes plus tard, j'étais assise dans ma voiture avec mon tablier. Un mixeur cabossé et un sac de farine à pain non ouvert. J'ai fixé ce sac en me demandant si l'échec avait révélé mes limites ou seulement les leurs. Puis quelqu'un a frappé à ma fenêtre. Ma tante se tenait sous la pluie. Elle ne m'a pas offert de conseils. Elle m'a tendu une clé en laiton et a dit, « Mon garage est vide. » Recommence. 10 ans plus tard. À l'inauguration de ma 50e boulangerie. Ses mêmes parents me regarderaient placer un certificat de propriété entre ses mains. Et mon frère ferait un geste désespéré vers le micro qui révélerait exactement pourquoi ils étaient venus. Avez-vous déjà demandé de l'aide à votre propre famille et reçu ce regard réservé à quelqu'un qu'il avait déjà décidé être un échec? Avant de vous dire pourquoi ma tante est venue cette nuit-là et ce que ma famille a fait quand le garage a commencé à rapporter de l'argent. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où une porte ouverte peut porter cette histoire. Elle s'appelait Hélène Mercé, la sœur cadette de mon père. Et elle vivait dans une maison bleue et étroite dans le sud-est de Portland. Le garage qu'elle m'a offert mesurait 12 pieds de large. N'était pas fini et était rempli de chaises pliantes. De pots de peinture et d'une tondeuse à gazon qui n'avait pas fonctionné depuis que j'étais au lycée. Hélène possédait une seule voiture. Une Buick de 17 ans avec une fenêtre qui ne se fermait pas complètement. Me donner le garage signifiait laisser cette voiture sur le trottoir pendant un hiver à Portland. J'ai vu le prix de sa gentillesse le lendemain matin quand elle est rentrée d'un service de nuit dans un bureau de facturation d'hôpital. Les épaules mouillées et une bâche en plastique collée sur la vitre du conducteur. Elle m'a surprise en train de la regarder et a dit, « La voiture ne va pas fondre. Toi, tu pourrais. Si tu restes là à te sentir coupable. » Hélène était généreuse, mais elle n'était pas tendre. Elle m'a tendu un bloc-notes, un marqueur noir et une règle, chaque dollar qui entre. Chaque dollar qui sort, noté par écrit avant que je m'endorme. Des années plus tôt. Elle avait essayé de lancer un petit comptoir de déjeuner et avait perdu ses économies après avoir fait confiance à un partenaire qui ne tenait jamais de registre. Elle portait encore cette erreur comme une pierre dans sa poche. Elle me donnerait de l'espace, du travail et de l'honnêteté. Mais elle ne me laisserait pas construire un second échec sur des vœux pieux. J'avais 90 jours avant l'expiration de l'assurance et des permis de vente liés à mon ancienne entreprise. Si je les laissais expirer. Redémarrer exigerait des frais que je n'avais pas et une file d'attente pour l'inspection qui pourrait me maintenir fermé pendant des mois. Je devais aussi 6 400 $ à mon ancien propriétaire en vertu d'un accord payable à la fin de cette même période. Le garage n'était pas une boulangerie magique. Il pouvait légalement contenir mon équipement, mes emballages, mon bureau de commande et mes produits secs. Mais je devais toujours louer une cuisine communautaire agréée à l'heure pour la production réelle.
Hélène a vidé la moitié du garage avant de dormir. J'ai vendu 2 présentoirs pour payer la location de la cuisine. Échangé ma machine à expresso contre un ordinateur portable d'occasion et transformé une vieille porte posée sur des classeurs en bureau. La clé en laiton était attachée à une ficelle rouge autour de mon poignet parce que j'étais terrifié de perdre le seul endroit qui m'avait dit oui. Mon premier plan était d'une simplicité embarrassante. Un excellent produit vendu avant que je ne le prépare. J'ai choisi des brioches à la cardamome et au beurre noisette parce qu'elles voyageaient bien. Sentaient incroyablement bon et utilisaient des ingrédients que je pouvais me permettre en petite quantité. J'ai envoyé des courriels à d'anciens clients. Appelé des directeurs de bureau et posté une photo prise sous la lampe de travail du garage d'Hélène. À minuit, j'avais 3 commandes. 2 provenaient d'amis qui voulaient être gentils. La 3e était pour 6 douzaines de brioches du superviseur de l'équipe de nuit à l'hôpital. D'Hélène. Hélène avait mentionné ma boulangerie une fois dans la salle de pause. Puis avait refusé d'en parler à nouveau car, comme elle le disait, la pitié pouvait produire une première vente, mais jamais une seconde. Je cuisinais de 2h à 6h du matin dans la cuisine partagée. Emballais les brioches dans le garage et les livrais à travers la ville pendant qu'Hélène dormait avant son prochain service. L'hôpital a repassé commande. Puis un cabinet dentaire l'a fait. Ensuite, une réceptionniste d'agence immobilière qui se souvenait de ma première boutique a demandé un plateau de petit déjeuner pour le vendredi. Pendant 12 jours, les chiffres ont grimpé. Le 13e jour, ma transmission a lâché. Le devis de réparation était supérieur à l'argent que j'avais sur mon compte. Je me tenais à côté de la Buick. Convaincu que le compte à rebours de 90 jours m'avait battu avant que je n'ai vraiment commencé. Hélène m'a lancé ses clés. J'ai refusé. Elle devait travailler. Elle a dit qu'elle pouvait prendre le bus. Je lui ai rappelé qu'elle avait déjà renoncé au garage et au siège sec de sa propre voiture. C'était la première fois qu'elle me parlait sèchement. Arrête de transformer la gratitude en paralysie, a-t-elle dit. Utilise l'aide. Mérite la prochaine étape. Alors, je l'ai fait. J'ai conduit sa Buick qui fuyait jusqu'à ce que je puisse me permettre une transmission reconstruite. Pour ma voiture. J'ai livré sous la pluie avec des serviettes sur le siège passager. Hélène dormait par bribes. Puis se réveillait pour vérifier les factures et contester chaque prix que j'avais peur d'augmenter. À la fin du premier mois, l'entreprise avait réalisé 4700 $ de vente et seulement 612 $ de profit. Ce n'était pas un succès, mais c'était une preuve. Au 60e jour, j'avais 4 comptes de bureau récurrents. Au 88e jour, j'ai payé le renouvellement de l'assurance, les frais de permis et le dernier versement à mon ancien propriétaire. Il me restait 14 $ après qu'Hélène m'ait forcé à mettre 10% dans une enveloppe d'urgence. Nous avons célébré avec de la pizza du supermarché sur des seaux à fleurs renversés. Elle a levé un gobelet en carton de soda et a dit « Maintenant, tu as la permission de commencer ». Ce garage ne m'a pas sauvé du travail. Il a donné une adresse à mon travail. 18 mois plus tard, j'ai ouvert un point de vente de 600 pieds carrés près de Division Street. J'ai nommé l'entreprise Open Door Backing parce que tout autre nom semblait malhonnête. La boutique n'avait pas de table. 6 employés et un four qui chauffait de manière inégale à moins que je ne donne un coup de pied dans le panneau inférieur. Nous fournissions 11 bureaux. 2 hôtels de charme et l'hôpital où Hélène travaillait encore de nuit. Le samedi de notre premier trimestre rentable, mes parents sont entrés avec Travis. Ils n'avaient pas visité le garage une seule fois. Ma mère portait des fleurs encore emballées dans le plastique du supermarché. Mon père a inspecté la pièce comme un inspecteur. Et Travis a photographié la file d'attente avant de me féliciter. Pendant 5 bonnes minutes, ils ont joué la fierté. Puis mon père a fermé la porte du bureau et a posé une proposition sur mon bureau. L'entreprise de café de Travis s'était étendue à 3 emplacements et manquait de liquidité. Il voulait que j'investisse 150 000 $. Que je produise des pâtisseries sous sa marque et que je donne à son entreprise les droits exclusifs de les vendre dans les banlieues de Portland. La proposition décrivait Open Door comme une boulangerie émergente soutenue par la famille. Un langage qui effaçait Hélène, le garage et toutes les nuits où j'avais travaillé. En retour,
Je recevrais une petite part d'une entreprise dont il ne me montrerait pas les comptes. Mon père a appelé cela une chance de rejoindre le véritable réseau d'affaires de la famille. Travis a appelé cela la visibilité dont j'avais besoin. J'ai lu chaque page pendant qu'il m'expliquait ma propre bonne fortune. J'ai dit non. Pas avec colère, pas fort. J'ai dit que la boulangerie n'avait pas 150 000 $ à risquer. Que l'exclusivité signifierait abandonner les clients qui nous maintenaient en vie. Et que je ne mettrais pas mes produits sous un nom appartenant à quelqu'un qui avait ri quand ma première boutique avait fermé. Le sourire de Travis a disparu. Il a dit que le garage m'avait rendu arrogante. Mon père m'a prévenu que les propriétaires, les fournisseurs et les banquiers se souvenaient des familles respectées à l'Ecoswego. Puis ma mère a posé sa main sur la mienne et a parlé si doucement que la cruauté a mis une seconde à se manifester. N'oublie pas qui t'a donné la chance de naître dans cette famille. Elle faisait sonner ma vie comme une dette avec des intérêts composés. Hélène était arrivée tôt pour un inventaire et avait entendu la dernière phrase à travers la porte du bureau. Elle n'a pas discuté. Elle est allée à sa voiture et est revenue avec un mince dossier gris. 7 ans plus tôt, mon père lui avait demandé d'être témoin de sa signature lorsqu'il a garanti le premier prêt commercial de Travis. L'employé de banque avait donné à chaque témoin une copie du dossier signé. Et Hélène avait gardé la sienne parce que son partenariat raté de comptoir de déjeuner lui avait appris à ne jamais jeter un document portant son nom. Le dossier montrait un prêt de 75 000 $ garanti par mon père, plus une contribution en capital familial de 40 000 $. En pièce jointe se trouvait un courriel dans lequel ma mère qualifiait l'argent de ce que font les parents quand un enfant a du potentiel. La date était 5 semaines avant qu'il n'utilise mon chèque remboursé de 8 000 $ pour me traiter de fardeau. Hélène a posé les pages à côté de la proposition de Travis. Elle n'avait pas besoin de discours. Le visage de mon père a changé en premier. Travis l'a accusé de dissimuler des affaires familiales privées. Hélène a répondu que privé ne signifiait pas imaginaire. J'ai regardé mes parents et j'ai finalement compris que leur refus n'avait jamais été une question de responsabilité, d'espace limité ou d'argent rare. Ils avaient investi dans l'enfant dont le succès les flatterait et refusé un abri à l'enfant dont la lutte les embarrassait. Maintenant que j'étais devenu utile, ils essayaient de s'acheter une place dans ma réussite avec le même mot qu'ils m'avaient refusé. Famille. Travis a repoussé la proposition vers moi et a dit que je regretterais de l'avoir humilié. Je l'ai glissé dans la déchiqueteuse. Ma mère s'est mise à pleurer. Mais les larmes ne sont apparues qu'après qu'elle a perdu son moyen de pression. Mon père a dit à Hélène qu'elle m'avait monté contre eux. C'était presque drôle. Hélène ne m'avait jamais dit quoi penser. Elle m'avait donné une clé, un registre et assez de calme pour voir le schéma moi-même. Avant de partir, Travis s'est arrêté près de la vitrine à pâtisserie et a dit: des entreprises comme celle-ci disparaissent tout le temps. Ce n'était pas un conseil. C'était une promesse. 2 semaines plus tard, un de mes distributeurs de farine a annulé notre prix convenu sans explication. Et un compte de quartier anonyme a commencé à dire aux clients que mes produits étaient toujours fabriqués dans un garage résidentiel insalubre. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vous a abandonné revenir au moment où votre survie semblait rentable? Et en exiger une part? La rumeur m'a coûté les hôtels de charme en 48 heures. Ils ne m'ont accusé de rien. Ils ont simplement suspendu les commandes jusqu'à ce que le problème soit clarifié. Le prix de ma farine a augmenté de 26% le même lundi. Quand j'ai appelé le distributeur, le représentant a répété une phrase que Travis avait utilisée dans mon bureau. Des relations locales respectées. Je ne pouvais pas prouver qu'il avait organisé l'un ou l'autre coup. Mais je n'avais pas besoin de preuves pour comprendre le timing. Pendant une semaine dangereuse, j'avais moins de liquidité que ce que la paie exigeait. La vieille panique est revenue si vite que je pouvais goûter le métal. Mon premier instinct a été de réduire les heures, de cacher le problème et de travailler jusqu'à ce que mon corps le résolve. Hélène m'a arrêté. Elle m'a rappelé que le secret avait protégé chaque mauvaise décision dans notre famille. Si Open Door est irréprochable, nous ouvrirons la porte encore plus grand. J'ai invité l'inspecteur du comté à mener un examen volontaire immédiat de nos registres de stockage en cuisine agréés.
Des températures de livraison et des factures des fournisseurs. J'ai payé un consultant local en sécurité alimentaire avec l'enveloppe d'urgence qu'Hélène m'avait forcé à constituer. Nous avons filmé l'inspection, publié le rapport complet et montré le garage exactement tel qu'il était. Un bureau d'emballage et un espace de stockage sec impeccable. Sans production alimentaire illégale. Je me suis tenu à côté de la vieille lampe de travail et j'ai expliqué notre processus sans attaquer personne. Le compte anonyme a supprimé ses publications ce soir-là, mais des captures d'écran sont restées. L'hôpital a renouvelé son contrat pour 1 an. Un hôtel s'est excusé et est revenu. L'autre non, ce qui m'a appris que la justification ne restaure que rarement tout ce qu'elle coûte. Le problème de la farine exigeait une réponse différente. J'ai appelé de petits moulins à travers l'Oregon et Washington jusqu'à ce qu'une exploitation familiale près de Pendleton accepte de vendre directement si je m'engageais à des volumes mensuels prévisibles. Leur farine coûtait 3 cents de plus par livre que mon ancien prix, mais était de meilleure qualité. Et il ne changerait pas les conditions parce que quelqu'un avec un nom de famille reconnaissable passait un coup de fil. J'ai mis le nom du moulin sur notre menu. Les clients aimaient savoir d'où venait le grain. Ce qui avait commencé comme une tentative de nous priver d'approvisionnement est devenu notre premier véritable avantage de marque. C'est ainsi que les 10 années suivantes se sont déroulées. Chaque porte s'ouvrait sur un autre problème. Et chaque problème nous a forcés à devenir plus difficiles à faire reculer. La 2e année, j'ai signé un bail pour notre première boulangerie complète. Le propriétaire s'est retiré 2 jours avant la signature après que mon père lui a dit que j'avais déjà échoué une fois. Au lieu de supplier mon père de corriger l'histoire, j'ai montré à un autre propriétaire 24 mois de vente, des déclarations de revenus, des rapports d'inspection et des contrats récurrents. Hélène était assise à côté de moi avec le dossier gris sous son bras, bien qu'elle ne l'ait jamais ouvert. Les faits nous ont obtenu le bail. Le matin de l'ouverture, j'ai placé sa clé de garage en laiton dans le tiroir supérieur de mon bureau. C'est devenu mon rituel privé. Chaque fois que nous ouvrions un emplacement, je déplaçais cette clé avant de déplacer quoi que ce soit d'autre. La 3e année. Un dysfonctionnement du congélateur a détruit $18 000 de pâtes feuilletées avant un week-end férié. L'assurance a retardé le paiement. Hélène n'a vendu aucun de ses biens et n'a offert aucun sauvetage spectaculaire. À ce moment-là, elle savait que je n'avais pas besoin d'être sauvé. Elle est venue après son service de nuit, a réparti les appels des grossistes entre nous et m'a aidé à dire la vérité aux clients. Nous avons remboursé ce que nous ne pouvions pas remplacer et avons livré nous-mêmes les commandes en retard. Nous avons perdu un compte d'entreprise, mais en avons gardé 9. La 4e année, nos 2e et 3e boutiques ont ouvert. Et j'ai finalement convaincu Hélène de quitter l'hôpital. Elle a refusé le titre de cofondatrice parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas écrit les recettes, ni porté la dette. Elle a accepté le poste de directrice des opérations seulement après que j'ai mis par écrit un salaire, une assurance maladie et des congés payés. Son défaut était le miroir de celui de mes parents. Ils croyaient mériter une part de tout ce qui était bon, tandis qu'elle croyait ne rien mériter du tout. Les 2 croyances étaient fausses. Hélène construisait des systèmes comme d'autres construisent des murs. Elle a créé des fournisseurs de secours, des horaires de difficulté pour les employés et une règle selon laquelle aucun directeur de magasin ne pouvait être puni pour avoir signalé une erreur tôt. Elle avait aussi un sale caractère quand les gens cachaient les chiffres. Une fois, après que j'ai tardé à lui dire qu'une nouvelle boutique dépassait son budget, elle a fermé mon ordinateur portable et a dit, « Si tu veux de l'admiration, appelle ta famille. Si tu veux une entreprise, dis-moi la vérité. » Nous nous sommes disputés pendant 1 heure. Puis je lui ai tout montré. Cette confrontation nous a évité de signer un ordre de modification de construction qui aurait englouti le budget d'ouverture du magasin suivant. Hélène n'a jamais été une sainte planant sur ma vie. Elle était fatiguée, têtue, parfois cassante et incapable de prétendre qu'un chiffre plein d'espoir était un chiffre réel. Elle était exactement la partenaire dont j'avais besoin. La 5e année,
Open Door avait 7 boulangeries et une cuisine de production centrale. C'est alors qu'une chaîne régionale plus grande, Art & Grain, a proposé de nous acquérir. Son directeur général a loué mon origine authentique de garage en public et m'a averti en privé qu'il pourrait placer une boulangerie à bas prix à moins d'1 mile de chaque boutique que je possédais. J'ai décliné. 3 mois plus tard, Art & Grain a lancé des brioches à la cardamome à un prix inférieur à notre coût d'ingrédients. Leur magasin affichait des panneaux suggérant que les boulangeries de quartier facturaient plus cher parce qu'elles manquaient d'échelle. Trévis est apparu sur des photos lors de leur lancement car ces cafés étaient devenus leur partenaire exclusif pour le café. Je ne pouvais pas gagner une guerre des prix, alors j'ai refusé de la mener. Nous avons publié les salaires derrière nos prix. Sommes passés à la participation aux bénéfices pour les directeurs de magasins et avons créé un programme d'apprentissage pour les personnes qui redémarraient après une expulsion, un divorce, des soins à un proche ou une rupture familiale. Hélène insistait pour que les candidats soumettent un plan, pas une tragédie. La douleur explique un point de départ, disait-elle. Elle ne gère pas la paix. Le message a résonné parce qu'il était vrai. Les clients n'achetaient pas chez nous par pitié. Ils achetaient parce que notre pain était bon. Nos travailleurs sont restés et nos magasins ressemblaient à des endroits où les erreurs étaient corrigées au lieu d'être cachées. Art & Grain a mis fin à sa réduction après 6 mois. 2 de leurs meilleurs directeurs ont postulé pour nous rejoindre. La 7e année, nous sommes entrés à Seattle. La 8e année, nous nous sommes étendus à travers l'Oregon et le sud-ouest de Washington. J'ai refusé les franchises parce que je voulais le contrôle sur les salaires et la qualité. Donc la croissance a été plus lente et financée par les bénéfices. Plus un investissement minoritaire. Les investisseurs ont évalué Open Door à 32 millions de dollars et voulaient que l'histoire du garage soit imprimée sur chaque sac en papier. J'ai accepté de raconter l'histoire, mais j'ai refusé de transformer Hélène en mascotte. Elle a rejoint le conseil d'administration où elle posait les questions que tout le monde évitait. J'ai conservé 76% de l'entreprise. Assez pour protéger sa mission et assez pour tenir une promesse dont je ne lui avais pas encore parlé. Pendant ce temps, ma famille a révisé l'histoire. Ma mère a commencé à dire aux parents que mon indépendance venait de l'amour vache qu'elle m'avait montré. Mon père se présentait lors d'événements professionnels comme l'homme qui m'avait appris la résilience. Trévis nous a décrits comme 2 branches d'un groupe hôtelier familial. Bien que nous n'ayons jamais signé un seul accord. Je corrigeais les faits quand cela affectait les affaires et l'ignorais quand ce n'était que de la vanité. La vengeance n'allait pas être une décennie de réactions à leur égard. La conséquence la plus dure était qu'ils devaient regarder une vie continuer sans leur permission. Au début de la 10e année, Open Door exploitait 49 boulangeries. Employait 612 personnes et avait un chiffre d'affaires annuel juste au-dessus de 46 millions de dollars. Une nouvelle levée de fonds a porté la valeur de l'entreprise à 80 millions de dollars. Notre 50e emplacement ouvrirait à l'East Oswego. À moins de 3 miles de la maison où mes parents m'avaient refusé un lit. J'ai choisi le site parce que les chiffres étaient solides, pas parce que l'adresse était poétique. Mais je comprenais le symbolisme. Plusieurs personnes m'ont exhorté à garder la célébration professionnelle et à laisser ma famille en dehors. Je les ai invités quand même. Je ne voulais pas une vengeance privée. Je voulais un compte rendu public de qui avait réellement construit l'entreprise. Avant l'ouverture, nos avocats ont préparé un transfert de 25 points de pourcentage de ma participation personnelle à Hélène. Le conseil d'administration l'a approuvé. J'ai signé chaque page. Placé le certificat dans une boîte en noyer et posé la clé de garage en laiton dessus. Hélène croyait que la cérémonie était pour le 50e magasin et le plan d'actionnariat des employés. Mes parents croyaient que la presse pourrait enfin les photographier à côté de mon succès. Trévis croyait autre chose. Ces cafés avaient commencé à manquer des paiements. Et il est arrivé avec un dossier assez épais pour révéler que les félicitations n'étaient pas son véritable objectif. L'inauguration a rempli la boulangerie avant le lever du soleil. Des employés des 49 emplacements se tenaient le long des murs. Les propriétaires du moulin de Pendleton sont venus.
ainsi que le superviseur de l'hôpital qui avait commandé mes 6 premières douzaines de brioches. L'inspecteur dont les rapports ont mis fin à la rumeur du garage et le propriétaire qui avait fait confiance à mes dossiers quand mon père avait attaqué ma réputation. 2 journalistes économiques locaux ont installé des caméras près de la vitrine à pâtisserie. Hélène portait la même robe bleu marine qu'elle utilisait pour chaque événement important et a passé les 20 premières minutes à redresser les badges nominatifs parce qu'elle était plus à l'aise à résoudre de petits problèmes qu'à recevoir de l'attention. Mes parents sont arrivés ensemble. Ma mère m'a serré dans ses bras pour les caméras et m'a chuchoté qu'elle espérait que je dirais quelque chose de gracieux sur la famille. Mon père a demandé où il devait se tenir pendant les photos des fondateurs. Travis ne m'a pas serré dans ses bras. Il a ouvert son dossier juste assez pour que je voie des projections, des échéanciers de dette et une proposition de fusion portant les noms de nos 2 entreprises. Il a dit que nous devrions parler avant la cérémonie. Je lui ai dit que la cérémonie avait déjà commencé. J'ai accueilli la foule et remercié les employés par numéro de magasin. J'ai remercié les agriculteurs, les meuniers, les chauffeurs, les plongeurs et les clients qui avaient transformé un produit en 50 boulangeries. Puis j'ai dit, Open Door a commencé par un rejet. La salle s'est calmée. Je n'ai pas embelli les choses. J'ai dit, ma première boulangerie a fait faillite. Mes parents ne voulaient pas me donner un abri ou un espace de stockage temporaire. Et ma tante m'a mis une clé dans la main. Derrière les caméras, le sourire de ma mère s'est durci. Mon père a fixé le sol. Les gens qui m'avaient connu à l'époque n'ont pas semblé surpris. Ils avaient porté des morceaux de cette vérité pendant des années. J'ai appelé Hélène à me rejoindre. Elle a secoué la tête une fois, certaine que j'allais lui présenter des fleurs ou une plaque. J'ai ouvert la boîte en noyer. La clé du garage reposait sur le certificat de propriété, toujours attaché à sa ficelle rouge délavée. Hélène l'a reconnu immédiatement. Sa main a couvert sa bouche. Je lui ai dit que la clé était restée dans le tiroir supérieur de chaque bureau que j'avais utilisé. Du point de vente de Division Street au siège social à l'étage. Puis j'ai levé le certificat et lu la ligne qui comptait, tu m'as donné un garage. Maintenant, tu possèdes 25% de mon entreprise de 80 millions de dollars. Pendant un instant, personne n'a bougé. Hélène a regardé le certificat, puis moi, comme si le papier devait appartenir à quelqu'un d'autre. Les employés de l'hôpital ont commencé à applaudir les premiers. Les propriétaires du moulin les ont rejoints. Puis plus de 600 employés et invités se sont levés. Et le son est devenu si fort que les premiers mots d'Hélène ont disparu dessous. Plusieurs partenaires qui avaient vu mes parents me repousser des années plus tôt ont continué à applaudir après que tout le monde ait commencé à s'arrêter. Ils ont compris que ce n'était pas de la charité à rebours. C'était la propriété qui revenait à la personne dont le risque avait rendu possible tous les risques ultérieurs. C'est alors que Travis s'est avancé et a attrapé le micro. Il a ri comme si nous avions prévu une blague familiale et a dit qu'il y avait une autre annonce concernant le rapprochement des entreprises Carter. Ma mère a hoché la tête trop rapidement. Mon père a finalement levé les yeux. Travis a ouvert son dossier de fusion devant les caméras et a commencé à décrire Open Door comme le succès d'une famille d'entrepreneurs. J'ai gardé une main sur le micro. Ceci n'est pas une annonce de fusion familiale, ai-je dit. C'est une annonce de propriété. J'ai dit à la salle qu'aucun accord n'existait entre Open Door et les cafés de Travis. Que je n'avais pas examiné ni approuvé sa proposition. Et que la seule personne recevant une partie de mon entreprise ce matin-là était Hélène. Travis a essayé de dire que nos parents nous avaient soutenus tous les deux différemment. J'ai répondu avec des chiffres, pas de la colère. Les 8 000 $ remboursés qu'ils utilisaient encore contre moi. Les 115 000 $ qu'ils avaient placés derrière sa première entreprise. Et la chambre d'amis vide qu'ils avaient remplie avec ses boîtes de café en me disant qu'ils n'avaient pas de place. Le dossier gris d'Hélène n'était pas dans ma main. Il n'en avait pas besoin. Je connaissais chaque chiffre. Les journalistes n'ont baissé leur carnet que lorsque Travis a cessé de parler. Ma mère a chuchoté que les affaires privées devraient rester privées. Je lui ai rappelé que Travis s'était approché d'un micro public avec une fusion non approuvée. Mon père m'a demandé de continuer la cérémonie.
Espérant que la dignité pourrait être restaurée en changeant de sujet, alors je l'ai fait. Je me suis détourné d'eux et j'ai tendu le stylo à Hélène. Elle a signé la ligne d'acceptation d'une main tremblante. Les applaudissements sont revenus, plus longs cette fois. Tandis que mes parents se tenaient au bord d'une scène qu'ils avaient supposé leur appartenir. Je ne les ai pas insultés. Je n'ai pas demandé à la sécurité de les faire sortir. L'humiliation publique n'exigeait pas de cruauté de ma part. Elle n'exigeait qu'un compte rendu exact. Prononcé là où leur version éditée ne pouvait plus survivre. La photo imprimée le lendemain matin montrait Hélène tenant le certificat. Moi tenant la clé du garage, et mes parents flous en arrière-plan. Travis a été pris à mi-chemin entre nous et le micro, agrippant une fusion dont personne ne voulait. Qu'est-ce qui pèse le plus? Être rejeté quand on échoue ou être forcé de regarder la personne qu'on a abandonnée récompensée? Celle qui est restée? L'effondrement de Travis n'est pas arrivé parce que je l'ai exposé à l'inauguration. Il avait déjà commencé à l'intérieur du dossier qu'il portait. Il était passé de 3 cafés à 11 en utilisant des prêts à court terme. Du crédit personnel et des garanties de l'entreprise immobilière de mon père. Ses emplacements semblaient prospères parce qu'il dépensait beaucoup en design et en événements d'ouverture. Mais 6 n'avait jamais produit un trimestre entièrement rentable. Il retardait les charges sociales. Payait un prêteur avec l'argent d'un autre et comptabilisait les ventes de cartes cadeaux comme si aucune ne serait jamais utilisée. La fusion proposée n'était pas une opportunité pour Open Door. C'était un plan de sauvetage déguisé en unité familiale. Après que je l'ai rejeté. Son plus grand prêteur a mené l'examen que la fusion était censée reporter. En 2 mois, les lignes de crédit ont été gelées. Les fournisseurs l'ont mis en paiement à la livraison. Les employés sont partis après que les chèques de paie sont arrivés en retard. Arten Grain a mis fin à son partenariat lorsque 3 cafés ne pouvaient plus maintenir des horaires réguliers. Travis a blâmé les taux d'intérêt, les directeurs déloyaux, les concurrents agressifs et moi. Il a blâmé tout le monde sauf les décisions portant sa signature. Mes parents ont découvert que des années de protection avaient converti son risque en le leur. Mon père avait garanti des baux par l'intermédiaire de son agence immobilière et mis en gage de propriété commerciale comme garantie. Lorsque Travis a fait défaut, la banque a pris les 2 propriétés. Les locataires ont appris les privilèges par des avis de justice et la réputation de mon père. Autrefois l'arme qu'il brandissait contre moi s'est effondrée dans les mêmes cercles professionnels qu'il avait menacé de retourner contre moi. Son agence a perdu sa facilité de crédit, puis son bureau. Ma mère a vendu un appartement de vacances et vidé la majeure partie d'un compte d'investissement. Pour régler les garanties restantes. Ils ont gardé leur maison de l'Ecoswego. Mais seulement après l'avoir refinancée à un âge où ils s'attendaient à prendre leur retraite sans dette. Travis a fermé les 11 cafés. Le journal économique local qu'il avait photographié en train d'attraper mon micro a ensuite publié une liste de jugements contre ces entreprises. Il a vendu sa nouvelle maison. Une voiture et presque tout ce que son style de vie était conçu pour afficher. À 42 ans, il a emménagé dans la chambre d'amis de mes parents. La chambre qui n'était pas disponible quand je suis arrivé avec une boîte de farine. Son ancien inventaire de café est allé dans le garage. La symétrie était si exacte que je n'avais pas besoin de l'améliorer. 6 mois après la 50e inauguration. Ils sont venus tous les 3 au siège d'Open Door sans rendez-vous. Il n'y avait pas de fleurs de supermarché cette fois. Mon père paraissait plus petit sans l'armure de son entreprise. Ma mère a qualifié la situation d'urgence familiale temporaire. Travis a posé une nouvelle proposition sur mon bureau. J'achèterai 2 de ces baux restants. Paierai 1,3 million de dollars pour la dette garantie et l'embaucherai comme vice-président de l'expansion. En échange, il promettait d'arrêter de parler publiquement du conflit familial. Même au plus bas, ils essayaient de me vendre un soulagement d'un problème qu'ils avaient créé. J'ai refusé les baux parce que nos analystes avaient déjà rejeté les sites. J'ai refusé le paiement parce qu'il récompenserait une dette dissimulée. J'ai refusé le poste parce que 612 employés méritaient des dirigeants sélectionnés pour leurs compétences. Pas pour leur sang. Ma mère a dit que je laissais mon frère sans endroit où aller. Je l'ai regardé, puis mon père, et j'ai utilisé la phrase qu'il m'avait donnée 10 ans plus tôt.
N'amène pas tes problèmes ici. Personne n'a parlé. J'ai laissé les mots résonner assez longtemps pour qu'ils en reconnaissent la forme. Puis j'ai ajouté une distinction. Le bureau d'aide aux employés d'Open Door pourrait envoyer aux anciens travailleurs des cafés des informations sur les réclamations salariales impayées et les offres d'emploi locales. J'aiderai les personnes que Travis avait laissées sans protection. Mais je n'effacerai pas ses conséquences. Mon père a dit qu'Hélène m'avait appris à les haïr. Je lui ai dit qu'Hélène m'avait appris à tenir des registres. Les registres avaient fait le reste. Ils sont partis ensemble. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais achevée. La vengeance, telle que je l'avais imaginée depuis une voiture mouillée à 29 ans, ressemblait à leur faire du mal. En réalité, la vengeance la plus complète consistait à refuser de devenir leur prochaine garantie. Ils avaient passé des années à protéger Travis des conséquences jusqu'à ce que ce coussin étouffe son jugement. Ils avaient passé des années à me refuser une protection jusqu'à ce que j'apprenne à construire une structure. À la fin, ils ont perdu de l'argent, leur statut et leur indépendance. Non pas parce que je les ai attaqués, mais parce que j'ai finalement cessé de permettre aux Moe familles de me transférer leurs pertes. Ce soir-là, Hélène était assise dans mon bureau avec le certificat de propriété sur ses genoux. La célébration était terminée, et elle était restée silencieuse pendant près d'1 heure. Finalement, elle a poussé le certificat vers moi et a dit : « Je n'ai pas besoin de 25%. J'ai juste besoin de savoir que tu ne dormiras plus jamais dans ta voiture. » Je l'ai repoussé vers elle. Je lui ai dit que le transfert était complet, approuvé par le conseil d'administration. Et non un cadeau qu'elle devait mériter. Elle l'avait payé chaque nuit où sa Buick était restée sous la pluie. Chaque matin où elle vérifiait mon registre avant de dormir. Chaque fois qu'elle me disait la vérité alors que le réconfort aurait été plus facile. Hélène a gardé les actions. Elle a utilisé la plupart de ses dividendes pour créer le fonds Open Door, qui fournit de petites subventions, un espace de travail agréé et un accompagnement financier aux fondateurs qui se reconstruisent après un rejet familial. Elle a écrit elle-même sa première règle. Nous ne demandons pas aux candidats de prouver que leurs proches ont été cruels. Nous demandons si leur plan est prêt. Le fonds offre une porte, pas un fantasme. Dès sa 2e année, il avait aidé 31 personnes à recommencer. La clé en laiton est maintenant suspendue dans un cadre en verre à la 50e boulangerie. En dessous se trouve une seule phrase. L'accès n'est pas un petit cadeau quand toutes les autres portes sont fermées. Mes parents ont perdu leur réputation professionnelle. Travis a perdu l'entreprise qu'ils avaient protégée plus soigneusement qu'ils ne m'avaient protégée. Hélène a obtenu une participation, mais ce n'était jamais le remboursement le plus profond. Le remboursement le plus profond était de faire en sorte que son seul acte de foi se répète dans des vies que ni l'une ni l'autre n'aurions jamais connues. Si quelqu'un vous a ouvert une porte quand toute votre famille a fermé la sienne, écrivez le nom ou le surnom de cette personne dans les commentaires. Ou si vous avez été rejeté un jour et que vous avez plus tard atteint une position où vous pouviez remercier la personne qui est restée. Dites-le moi en une phrase. Je lis tout le monde. Nous espérons que cette histoire fictive vous donnera matière à réflexion. Ceci est créé uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de narration. Nous espérons que cela vous rappellera que vous ne devriez pas avoir à être épuisé avant que quelqu'un ne croie que votre douleur est réelle. Les bonnes personnes écouteront avant que votre tête n'atteigne son point de rupture.